Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 24 février. Chargé par le président de la République, le Premier ministre a présidé la cérémonie de célébration du 69e anniversaire de la création de l'UGTA et du 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. À l'occasion, Nadir Larbaoui a lu un message du président de la République dans lequel il affirme que ces célébrations témoignent de l'attachement profond de notre pays à son passé glorieux. Il a également inauguré une raffinerie de pétrole à Haoud el-Hamra. Ce 24 février marque donc la commémoration du double anniversaire de la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures, un anniversaire qui marque le recouvrement de la souveraineté de notre pays sur ses richesses et leur exploitation. Retour dans ce journal sur les avancées spectaculaires de la Sonatrach, mais aussi les défis actuels auxquels l'entreprise doit faire face. Et dans ce journal, la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire à Madrid, où il a rencontré son homologue espagnol. Il a également visité la Direction générale de la sécurité routière espagnole. À l'étranger, au Maroc, la fronde sociale ne faiblit pas. Retour sur les manifestations qui ont touché plusieurs villes du pays ces derniers jours. Et nous terminons avec un reportage sur les préparatifs du mois sacré de Ramadan, un rituel auquel s'adonnent les familles algériennes avec joie. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nadir Larbaoui a présidé ce lundi dans la ville de Hassim Saoud la cérémonie de célébration du 69e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens, l'UGTA, et du 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, placé cette année sous le slogan engagé pour le développement des ressources énergétiques, hydriques et alimentaires. Le Premier ministre était accompagné du ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, du ministre du Travail et l'Emploi et de la Sécurité sociale et du secrétaire général de l'UGTA. La célébration de cet anniversaire historique a été marquée par le message du président de la République, lu à son nom par le Premier ministre et dans lequel le chef de l'État affirme que ces célébrations témoignent de l'attachement profond de notre pays à sa glorieuse histoire et aux leçons tirées de ces étapes cruciales qui préservent la mémoire des hommes qui ont façonné la marche victorieuse de l'Algérie, et ce en évoquant les sacrifices de la génération des pionniers qui ont mené le mouvement de mobilisation des travailleurs et leur engagement. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. En cette précieuse occasion, j'adresse mes salutations empreintes de reconnaissance aux travailleuses et travailleurs de tous les secteurs, tout en me remémorant avec eux les sacrifices de la génération des pionniers qui ont dirigé le mouvement qui a permis de mobiliser et d'enrôler les travailleurs pour rejoindre la glorieuse révolution de libération. Je m'incline devant la mémoire du martyr et symbole Issa Idir et celle du vaillant militant syndicaliste et martyr du devoir national Abdelhak Ben Hamouda, ainsi qu'à la mémoire de tous leurs compagnons syndicalistes martyrs. La décision historique prise par les hautes autorités du pays sous la présidence du défunt président Houari Boumediene, paix à son âme, en ce même jour de l'année 1971, constitue un prolongement de l'esprit de libération et une concrétisation de l'indépendance totale du pays. Une décision qui a reflété la sincérité de la volonté, le patriotisme de l'orientation et la fidélité au message de novembre ainsi qu'à nos valeureux martyrs. C'est de cet esprit que se sont nourries les hautes autorités du pays à l'époque. Les générations imprégnées de l'esprit de novembre se souviendront à jamais des qualités de ce grand homme, leader national loyal et veillant à préserver le caractère social de l'État, attaché à la préservation des richesses du pays et sa souveraineté. Le président de la République a affirmé dans son message que l'Algérie est fière de ses réalisations consécutives durant les dernières décennies, et ce dans les domaines des hydrocarbures, tout en se félicitant du niveau de compétence et de maîtrise qu'ont atteint nos cadres qui gèrent nos installations pétrolières et qui appartiennent à ce secteur vital. Face aux défis actuels,
Nous sommes fiers des réalisations successives au fil des décennies dans le secteur des hydrocarbures et saluons le haut niveau de compétences et la maîtrise de nos cadres dirigeants, nos installations pétrolières ainsi que tous les professionnels et travailleurs activant dans ce secteur vital. En cette occasion, je réaffirme notre détermination à tracer et à mettre en œuvre des politiques nationales visant à opérer un tournant stratégique passant de la dépendance aux hydrocarbures à la diversification de nos exportations. Je vous assure que l'État ne ménagera aucun effort pour renforcer les acquis sociaux dont bénéficient les travailleurs, améliorer leur cadre de vie et de travail conformément aux principes de l'État à caractère social consacrés dans la déclaration du 1er novembre. Le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une nouvelle raffinerie de pétrole à Haoud al-Hamra, à Hassim Saoud, un projet qui vient en concrétisation des instructions du président de la République, qui a insisté sur sa relance, et ce à l'occasion de 2 conseils de ministres. La raffinerie devrait produire des quantités supplémentaires d'essence et de gasoil. Elle renforcera également les capacités nationales qui ont contribué à l'autosuffisance dans le domaine des ressources pétrolières, et ce en concrétisation de la stratégie du secteur. Écoutons. Ce projet qui a été décidé par le président de la République parmi tant d'autres grands projets qui incarnent réellement la vision stratégique du chef de l'État visant à promouvoir les capacités nationales en matière de valorisation des hydrocarbures et par conséquent le renforcement de la sécurité énergétique du pays. Sans oublier que ce projet ouvre de nouvelles perspectives afin de renforcer la position de l'Algérie au sein du marché pétrolier mondial. Nous en parlons depuis le début de ce journal. Ce 24 février marque la commémoration du double anniversaire de la création de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, et la nationalisation des hydrocarbures. Un anniversaire à forte symbolique dans l'histoire de notre pays et le sens du sacrifice, de la résistance et de l'attachement du peuple algérien à l'autodétermination et au recouvrement de sa souveraineté sur ses richesses et leur exploitation, et ce pour dessiner les contours de son avenir, nous dit Raouf Hamouche dans cette évocation. Le 24 février 1956, en pleine guerre de libération, naît l'Union Générale des Travailleurs Algériens sous l'impulsion d'Issa Idir et de plusieurs militants patriotes. L'objectif de l'UJTA, défendre les droits des travailleurs tout en s'inscrivant dans la lutte contre le colonialisme. Malgré la répression, l'UJTA joue un rôle crucial en mobilisant les travailleurs pour soutenir l'indépendance. Il faisait de la diplomatie syndicale. Il se déplaçait énormément à l'étranger pour mener des campagnes de sensibilisation auprès d'autres syndicats internationaux. La vengeance du colonisateur français contre les syndicalistes algériens fut brutale. Des centaines d'entre eux furent emprisonnés dans des prisons et des camps de détention. Et cet idylle sera enlevé, séquestré et torturé par les bourreaux français. Il a enduré des formes indescriptibles de torture physique et psychologique. Ils ont brûlé chaque partie de son corps. Il est tombé en martyr le 26 mai 1959. La contribution des travailleurs à la lutte de libération, à l'édification de la patrie et à sa défense durant la tragédie nationale restera gravée dans la mémoire de l'Algérie et de son peuple. La classe ouvrière a payé un lourd tribut de sacrifices et de martyrs. La nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971 est considérée comme l'une des décisions capitales de l'histoire de l'Algérie indépendante, qui a permis de mettre fin à la dépendance économique après avoir arraché l'indépendance politique. تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة. Le 24 février reste donc une date qui marque le double anniversaire d'abord de la création de l'UJTA en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures 15 ans après. 2 décisions historiques ayant démontré la capacité de mobilisation des travailleurs algériens et constitué une source d'inspiration pour les mouvements de libération.
Il faut savoir que des avancées spectaculaires ont été enregistrées par la Sonatrach en matière d'industrie pétrolière et gazière en plus de 60 ans d'existence. Seulement, le défi actuel réside plutôt dans la transition énergétique. Notre équipe s'est déplacée à Bir Rabaa, au nord dans le bassin de Berkine, pour constater l'emplacement de la station photovoltaïque de 10 MW. Voyez ce reportage signé Saïda Mayouf. L'histoire des hydrocarbures en Algérie est marquée par plusieurs étapes clés, depuis la découverte des premiers gisements jusqu'à la transformation du secteur énergétique en un véritable moteur économique du pays. Cette évolution s'est déroulée dans un contexte de pré-indépendance, d'indépendance, de nationalisation et d'ouverture progressive sur le marché mondial. Seulement voilà, l'industrie pétrolière et gazière traverse actuellement une étape déterminante, régie par les exigences environnementales, à savoir l'impérative réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers des sources d'énergie durables. Pour un constat de visu sur les avancées spectaculaires du géant énergétique Sonatrach dans son engagement résolu en faveur d'une économie plus propre, plus respectueuse de l'environnement, cap à présent sur un des champs de production de Sonatrach. BRN, Bir Rabaa Nord, dans le bassin de Berkine, 730 km au sud-ouest d'Alger, 230 km de Hassi Messaoud et 70 km des frontières tunisiennes. Nous prenons la route dans cette immensité désertique où les fabuleuses dunes de sable sont les maîtresses des lieux. À une dizaine de kilomètres plus loin du CTH, nous parvenons à notre destination. Le groupement, dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre Sonatrach et ENI, a lancé la réalisation de la première station photovoltaïque dans un souci de développement des énergies renouvelables en Algérie. C'était une première en ce temps-là. Donc cette station où on est a commencé à produire de l'électricité en 2019. Donc c'est une station de 10 MW. Considérée comme centrale pilote, cette installation solaire comprend un laboratoire spécialisé dans l'énergie solaire. Un laboratoire solaire qui a été conçu pour étudier de différents types de panneaux solaires et dans les conditions réelles. C'est un laboratoire intelligent. Il peut fonctionner autonome. Toujours dans le bassin de Berkine à Ouargla et après la centrale solaire BRN1, une autre, BRN2, à proximité de la première, a vu le jour. Le groupement Sonatrach-ENI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Outre ces deux centrales photovoltaïques, une troisième est en phase d'étude. Ceci traduit parfaitement l'importance stratégique que le partenariat Sonatrach-ENI accorde au développement des énergies renouvelables, un partenariat qui reflète parfaitement l'excellence du niveau de coopération entre l'Algérie et l'Italie. La stratégie climat de Sonatrach entend jouer un rôle majeur en matière de transition énergétique. Pour ce faire, développer l'énergie solaire afin d'alimenter les centrales énergétiques, réduire la consommation de gaz et par là même l'empreinte carbone demeure un projet ambitieux afin de développer les énergies renouvelables en Algérie et de contribuer efficacement à la production de 15 000 MW à l'horizon 2035. Et dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba. Les discussions entre les deux parties se sont particulièrement concentrées sur les efforts internationaux visant à trouver un règlement pacifique à la guerre russo-ukrainienne, notamment les initiatives proposées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, que ce soit au Conseil de sécurité ou au niveau de l'Assemblée générale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu également un appel téléphonique de Tahar Al-Baour, ministre libyen chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères de l'État de Libye. Cet échange s'inscrit dans le cadre des traditions de consultation et de coordination entre les deux pays frères, en particulier sur les principales questions politiques actuelles en discussion à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l'ONU.
Nous lisions en titre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a rencontré ce lundi à Madrid son homologue espagnol, Fernando Grande Marlaska Gomez, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération entre les secteurs de l'intérieur des deux pays. La rencontre élargie aux délégations des deux pays a permis par ailleurs de passer en revue les perspectives de coopération bilatérale entre les deux secteurs de l'intérieur, notamment dans les domaines liés à la sûreté nationale et à la protection civile. La rencontre a été une occasion pour échanger les expertises concernant la lutte contre le crime transfrontalier et coordonner les efforts conjoints pour faire face aux défis communs. Je vous invite à écouter le ministre de l'Intérieur. Le crime transfrontalier sous toutes ses formes, notamment le trafic illégal d'armes, de munitions et de drogues et substances psychotropes, ainsi que les cybercrimes et la criminalité économique, sans oublier la traite des êtres humains et le trafic d'organes, continuent de constituer une préoccupation sécuritaire qu'il convient de traiter, notamment à la lumière de la croissance des phénomènes criminels et de leur complexité. En raison également de la nature transfrontalière de ces menaces sécuritaires qui nécessitent une réponse collective et une coordination accrue afin de renforcer la préparation et les capacités des appareils de sécurité dans les deux pays. Nous appelons à cette occasion à intensifier la coordination, la concertation et l'échange d'informations entre les services de sécurité afin de lutter contre les réseaux du crime organisé et les neutraliser. Le ministre de l'Intérieur a également visité la Direction générale de la sécurité routière espagnole, une visite au cours de laquelle Brahim Red a écouté un exposé sur le travail et les différentes interventions qu'entreprend cette direction, et ce, au niveau des routes. Lors de sa participation à la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenue à Genève, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Younes Magraman, a réaffirmé l'engagement de l'Algérie en faveur d'un dialogue constructif et du respect des principes du pluralisme pour la protection des droits de l'homme, en affirmant l'intention de notre pays à faire parvenir sa voix durant ce rendez-vous important. Plus de détails avec notre envoyé spécial, Afaf Blouchette. À Genève, lors de la conférence de haut niveau sur le désarmement, l'Algérie s'est exprimée avec force pour rappeler l'urgence de redynamiser les efforts internationaux en matière de désarmement nucléaire. Engagée de longue date dans la promotion de la paix et de la sécurité internationale, la diplomatie algérienne plaide pour une relance des discussions au sein des Nations Unies. للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لقضايا نزع السلاح بما يسمح بتجاوز حالة الانسداد الراهنة كما تأمل بلادي أن تتوج الدورة القادمة لمؤتمر المراجعة لهذه المعاهدة بنتائج أكثر إيجابية. Mais au-delà des perspectives multilatérales, l'Algérie a mis l'accent sur une question qui reste une plaie ouverte dans son histoire, celle des essais nucléaires menés par la puissance coloniale française sur son sol. Des décennies après, le Sahara porte encore les stigmates de ces expérimentations avec des conséquences sanitaires et environnementales désastreuses. الناتجة عن هذه التجارب ناهيك عن التعتيم الذي تمارسه من خلال الامتناع عن تقديم أي معلومات دقيقة عن أماكن إجرائها أو حدود تأثيرها. ومن هذا المنظر تجدد الجزائر دعوتها إلى الطرف المسؤول عن هذه التجارب النووية إلى تحمل مسؤولياته الدولية بشكل كامل من خلال تحمل أعباء إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية وتنظيفها من مخلفاتها النووية السامة وتعويض ضحايا والكف عن مواصلة التهرب من تحمل مسؤولياته والتقليل من حجم تداعيات هذه الكارثة الإنسانية. Un autre combat porté par l'Algérie, l'éradication totale des mines antipersonnelles héritées de l'occupation coloniale. Fidèle à ses engagements internationaux, Alger a mené à bien son programme de déminage et plaide aujourd'hui pour l'universalisation de la Convention sur l'interdiction de ces armes. التي تضمنتها الاتفاقية لا تكتمل إلا بتحقيق عالمية هذه الاتفاقية من خلال حث الدول غير الأطراف خاصة الإفريقية منها على الانضمام إليها للتخلص من كامل المخزون العالمي لهذه الألغام
التي تشكل تهديدا على حياة المدنيين والأبرياء بالدرجة الأولى. Dans un contexte international marqué par la résurgence des tensions et des conflits, l'Algérie a rappelé que le recours à la force ne saurait être une solution viable. Elle appelle au retour à la diplomatie et condamne fermement les agressions militaires menaçant la paix mondiale, et particulièrement à Gaza. وتغليب الحلول السياسية والتفاوضية لفض النزاعات بدلا من اللجوء إلى القوة لما لها من آثار تدميرية كبيرة، ولنا في واقع الحال العدوان الإسرائيلي على غزة خير الدليل على هذه الحقائق المؤسفة. Mais au-delà des enjeux liés au désarmement, l'Algérie poursuit son engagement dans les grandes instances multilatérales. Ce matin, la délégation algérienne, conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a pris part à la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui se tient à Genève jusqu'au 4 avril. Dans un contexte de tensions croissantes, cette session réunit près d'une centaine de chefs d'État et de ministres pour y examiner plus de 80 rapports sur l'état des droits humains dans le monde, mais les défis sont immenses. En marge de ces travaux, le secrétaire général des Affaires étrangères a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec Yuri Pimentel, vice-ministre vénézuélien aux Affaires africaines, et Nicolas Stojanovic, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères serbe. Actualité internationale, d'abord au Proche-Orient où l'entité sioniste menace de reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza, alors que le Hamas l'accuse de mettre en péril la trêve en bloquant la libération convenue de prisonniers palestiniens. Parallèlement à cela, l'entité sioniste a expulsé avec interdiction de rentrer chez eux quelques 40 000 Palestiniens habitants de 3 camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée, où son armée mène une vaste opération depuis un mois, en plus de la montée de la violence des colons en Cisjordanie occupée et les appels sionistes à l'annexion de territoires palestiniens occupés. Au Maroc, la fronde sociale ne faiblit pas. Plusieurs villes du pays ont vécu au rythme des manifestations ces derniers jours. Les manifestants dénoncent la vie chère et la normalisation des relations avec l'entité sioniste. À l'évidence, le fossé se creuse davantage entre les décisions du Marzen et les attentes des citoyens. Bien, voyons ça avec Amira Sefta. Casablanca, Marrakech ou encore Rabat, les rues de plusieurs villes marocaines étaient hier le théâtre d'imposantes marches. Une nouvelle escalade dans la contestation sociale contre la flambée des prix, le chômage et les restrictions des libertés syndicales. Des protestations successives où le peuple marocain a exprimé encore une fois son rejet de la visite des responsables sionistes au Maroc, refusant toute normalisation avec l'entité sioniste. Nous manifestons aujourd'hui à Marrakech pour condamner et dénoncer la visite du ministre sioniste. La société marocaine, y compris ici à Marrakech, rejette cette visite. Des rues marocaines en colère, aux scènes de démolition et d'expulsion, dépossédés de tout, les Marocains se retrouvent du jour au lendemain, plongés dans une souffrance insupportable, subissant les conséquences d'un système sans scrupules et arbitraire, les laissant livrés à eux-mêmes, sans protection ni espoir d'un lendemain meilleur. Nous vivons comme des réfugiés. Quand je regarde ma mère, je la vois dans un état déplorable. Nous en avons assez. Ils ont étudié le droit et ils l'utilisent à mauvais escient, bien évidemment contre nous. Mais nous aussi, nous connaissons nos droits. Nous devons nous protéger contre ces intrusions intempestives et sans autorisation dans nos propriétés. Que Dieu nous rende justice. Vous nous avez opprimés et chassés de chez nous. On nous a privés de tous nos droits en tant que citoyens. Expulsés de force, des milliers de Marocains se retrouvent déracinés et forcés de subir le revers de la normalisation avec l'entité sioniste, en voyant se reproduire le sempiternel scénario de l'expansionnisme sioniste en Palestine occupée, dans leur propre pays. Retour au pays pour parler sport. L'Algérie continue d'organiser des événements sportifs internationaux, surtout après la grande réussite des Jeux méditerranéens d'Oran et du Chan 2022. Cette dynamique témoigne de la volonté de l'Algérie à s'imposer comme un acteur incontournable du sport africain et mondial. C'est ce que nous dit Sarah Derbel dans ce papier. Après avoir brillamment organisé plusieurs événements sportifs par le passé, l'Algérie a confirmé son savoir-faire en matière d'organisation lors des Jeux méditerranéens d'Oran. Une réussite saluée à l'échelle internationale. Ce succès a démontré que l'Algérie
dispose des infrastructures, des compétences et de l'engagement nécessaire pour accueillir n'importe quelle grande manifestation sportive. Dans cette dynamique, l'Algérie continue de renforcer sa place sur la scène sportive mondiale en organisant des événements majeurs dans plusieurs disciplines. Voilà. Donc l'Algérie, c'est toujours un réceptacle déjà de grands combattants que nous recevons ici, qu'on voit ici travailler. Mais en plus, au niveau de l'organisation, c'est une fédération vraiment qui a l'habitude d'organiser des très grands événements. L'Algérie a l'habitude d'organiser ce genre de compétition. L'État a mis toutes les dispositions pour déjà pour les infrastructures qui sont là, qui existent, que l'État algérien a construit, a mis à la disposition des jeunes pour s'exprimer dans différentes disciplines. Ce sont là des atouts qui permettent de renforcer la diplomatie sportive et s'installer en force dans les différentes instances internationales, ne dit-on pas que le sport est une vitrine d'une nation en bonne santé. Sport toujours, et cette fois-ci avec le portrait de Younes Ayachi qui a 16 ans est déjà une étoile montante de l'athlétisme algérien. Spécialiste du saut en hauteur, il enchaîne les performances remarquables battant record sur record. Sid Ahmed Fethi Bendali revient sur son parcours prometteur. Regardez. À seulement 16 ans, Younes Ayachi s'impose déjà comme une figure montante de l'athlétisme algérien. Né le 12 avril 2008, ce jeune prodige du saut en hauteur ne cesse de repousser ses limites. En septembre 2024, lors des championnats arabes des moins de 18 ans à Al-Taïf, en Arabie Saoudite, Younes avait décroché la médaille d'or, offrant ainsi une troisième consécration à l'Algérie. Cette performance avait marqué le début d'une ascension fulgurante sur la scène internationale. Sous la houlette de son entraîneur Hossein Bourkandoul, Younes a démontré une progression constante. Bon, il était à l'école avec moi, il était en Benjamin, il était déjà champion d'Algérie Benjamin 1, Benjamin 2, minime 1, minime 2. L'année passée, il était première année cadet, donc il a fait le record d'Algérie en Arabie Saoudite au championnat arabe de 11. Voilà, cette année, il est deuxième année cadet, on est en train de travailler, il est en nette progression. Voilà, c'est un athlète à prendre en charge, c'est un athlète, c'est une révélation. معكم العداء أياشي يونس صاحب الرقم القياسي الوطني والعربي. الحمد لله اليوم قدرت نحقق الرقم جديد يعني رقم جزائري جديد وعربي وهذا أنا نشكر المدرب تاعي باسكو هو اللي وقف معايا بزاف نحسب لي العام هذا نقدر نصوتي الدوفا إن شاء الله. La détermination et le travail acharné de Younes Ayachi laissent présager un avenir brillant. Son parcours inspire déjà de nombreux jeunes athlètes algériens témoignant du potentiel et de la vitalité de l'athlétisme national. L'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel a appelé ce lundi dans un communiqué les chaînes audiovisuelles à présenter des programmes variés et de qualité durant le mois de Ramadan, à même de répondre aux attentes du téléspectateur et de l'auditeur algérien, soulignant la nécessité de respecter les spécificités du mois sacré. L'autorité qui a réitéré son attachement au professionnalisme et au respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle a rappelé aux chaînes la nécessité de respecter la durée autorisée des spots publicitaires et à adopter des critères internes d'autocontrôle à même d'assurer l'équilibre entre la liberté de créativité et la responsabilité médiatique et de contribuer à présenter un contenu en cohérence avec la spécificité du mois sacré. Et justement, vous êtes nombreux à vous préparer au mois sacré du Ramadan, duquel nous sépare moins d'une semaine. C'est un rituel auquel s'adonnent les familles algériennes avec joie. Les femmes particulièrement et les mères de famille investissent les étals des marchés pour les épices et autres ingrédients qui constitueront le repas du iftar. L'ambiance festive et conviviale du Ramadan est déjà perceptible. Allons faire les emplettes à Ali Mellah, à Alger, avec Raouf Hamouche dans ce reportage. À l'approche du mois sacré, les Algériens sont nombreux à se ruer vers les marchés pour faire leurs achats.
Entre les étals colorés de fruits frais et secs et ceux des légumes frais, ils ont l'embarras du choix. Mais beaucoup de consommateurs attendent la veille de Ramadan ou le jour J pour faire leurs emplettes. Moi, je prépare soit la veille, soit le jour même. Voilà, c'est les habitudes. Pas du tout. Parce que moi, j'attends avant une semaine. Là, je ferai, c'est-à-dire mes courses. À quoi bon de se précipiter? Donc, une fois par semaine, là, je peux faire c'est-à-dire mes courses durant le Ramadan. Les plus prévoyants s'y prennent à l'avance. Ils préfèrent s'approvisionner 15 à 20 jours avant le mois du jeûne pour éviter la foule et acheter moins cher. Certains viennent même de l'étranger pour acheter des produits connus pour leur qualité. Moi, je suis venue de France et pour voir la famille et pour faire un peu de courses. Pour le Ramadan, je prends des dattes, le manmez shorba, je prends les briques pour les bourreks parce qu'ils sont mieux ici et des épices. Tous les ans, je viens en Algérie pour faire des courses. Il y a des dates en France, mais je préfère celles d'Algérie. Tout frais. Et je prends quelques courses d'ici et je repars. Ramadan, c'est un mois et demi, ça y est, daraï, ridouillettes, marsoulines, tout est dans toutes les familles. Même à l'étranger, les Algériens. Moi, j'ai mon fils aux États-Unis qui me dire Ramadan ando. Pois chiches, lentilles et semoule sont certes les incontournables de Ramadan, mais ce sont les dattes qui sont les vedettes du mois béni, car elles sont essentielles à la rupture du jeûne. Les familles préfèrent acheter les dattes à l'avance car elles ont la possibilité de les stocker, éviter la flambée des prix de cet aliment incontournable pour l'iftar. Qu'elles s'y prennent à l'avance ou à temps, les familles espèrent toutes accueillir Ramadan dans les meilleures conditions et se consacrer pleinement à l'aspect spirituel de ce mois sacré. Avec ce sujet qui nous a déjà mis l'eau à la bouche, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Au revoir.